Peut-être pour démarrer, docteur Eudel, est-ce que vous pouvez nous expliquer assez simplement ce que sont les cancers du sein métastatiques? Bonjour et merci. Alors le cancer du sein métastatique, qu'est-ce que c'est? En fait, le cancer du sein sont une cellule qui viennent de la glande mammaire. Et ces cellules de la glande mammaire, comme un peu dans tous les cancers, ont tendance à se diviser, à proliférer. Au bout d'un moment, une fois que la tumeur a arrivé à un certain volume au niveau de la glande mammaire, elle va commencer à diffuser, soit dans les ganglions, ce qu'on appelle le système lymphatique, soit de manière un peu plus rare dans les tissus sanguins, dans les veines essentiellement, et va diffuser dans d'autres organes. Cette diffusion va faire qu'à un moment donné, pour une raison qui reste encore débattue, elle va aller s'arrêter dans un organe, majoritairement les os, c'est-à-dire qu'on sait qu'à peu près un cancer du sein métastatique sur 4 touche uniquement les os, mais ça peut être également tous les autres organes. Ça peut être le foie, le poumon, d'autres ganglions. Et une fois que la cellule cancéreuse va traverser la paroi des vaisseaux de cet organe, il va proliférer. Et donc, il faut bien comprendre qu'on va avoir un cancer du sein, une tumeur primitive, et d'autres sites métastatiques, on appelle ça, au foie, au poumon et aux os. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cancer du sein métastatique représente à peu près environ une femme sur 5 qui est avec un cancer du sein. D'accord ? Donc on est très très loin d'avoir la majorité. Et grosso modo, l'âge moyen du diagnostic d'un cancer du sein métastatique, c'est entre 60 et 61 ans à peu près en France. Très bien, merci beaucoup. Peut-être maintenant nous expliquer une métastase, comment, vous l'avez un petit peu expliqué, mais comment ça se développe, par quel principe en fait? Alors c'est vraiment quelque chose pour lequel la science, et c'est pour ça que Jean-Jacques est présent ici, nous a beaucoup fait avancer. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on avait peur que le massage, vous savez, quand on fait du drainage lymphatique, souvent après un cancer du sein, on avait peur que ce massage entraînait une dissémination des cellules cancéreuses par le système lymphatique. Heureusement, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la circulation, les cellules cancéreuses agissent un peu par leur propre compte. Un petit peu comme les globules blancs sont attirés sur un site d'infection, et bien, les cellules cancéreuses vont être attirées dans des organes spécifiques. C'est pour ça qu'en fonction des types de cancers, par exemple le cancer du sein et le mélanome, les sites métastatiques peuvent être un petit peu différents. Et donc ces cellules cancéreuses vont diffuser un petit peu comme d'elles-mêmes, au niveau de ces sites et ainsi proliférer. Il faut savoir que majoritairement, les femmes se font un diagnostic de cancer au stade localisé ou localement avancé, c'est-à-dire quand ça touche le sein et quand ça touche les ganglions, et que la diffusion métastatique se fait souvent dans un second temps, et parfois plusieurs années après. En moyenne, c'est environ 5 ans. Il n'y a que 30% des femmes chez qui le diagnostic de cancer du sein se fait d'emblée au stade métastatique. D'accord ? Ce qui est assez intéressant, c'est que la proportion, depuis une 10-15 ans à peu près en France, la proportion des cancers du sein d'emblée métastatique augmente. Alors ça veut dire qu'en fait, que les traitements qu'on fait au stade localisé sont de plus en plus efficaces. C'est-à-dire qu'on guérit de plus en plus de femmes au stade localisé, grâce notamment au dépistage, ce qui est la première chose, mais grâce également à une meilleure prise en charge, avec des traitements de plus en plus adaptés en situation localisée. Super, c'était très clair pour moi aussi, je pense pour vous aussi. Peut-être pour faire un petit historique, est-ce que vous pourriez nous expliquer, docteur Eudel, depuis 15-20 ans, ce qui a changé selon vous dans les traitements qui sont proposés aux femmes qui ont un cancer du sein métastatique? Alors il y a plusieurs choses. C'est difficile, en 2 minutes c'est un petit peu compliqué. Le challenge, c'est qu'il y a 3 grands éléments qui ont avancé, c'est le diagnostic. Jean-Jacques vous parlera un petit peu de la biologie, et si j'en parle, c'est parce que c'est aujourd'hui un élément fondamental, et je dis bien fondamental de notre prise en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un diagnostic de cancer du sein métastatique. En fait, il n'y a plus un cancer du sein métastatique, il y a des cancers du sein métastatique. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'à un moment, lorsqu'on va faire le biopsie, on va prouver que les images qu'on voit au niveau des os, au niveau du foie, c'est bien une métastase, et 2, on va regarder les caractéristiques de ce cancer. Et à partir du moment des caractéristiques de ce cancer, on va adapter notre traitement. Donc la première phase, dans l'évolution depuis 1 à 2 décennies, c'est la phase de diagnostic. Cette phase de diagnostic est accompagnée d'une amélioration thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de l'évolution phénoménale de la prise en charge du cancer, notamment dans certains types de cancers du sein, comme les cancers du sein HER2+,
L'exemple que je donne toujours, alors, pourtant je ne suis pas très très vieux, même si j'ai plus de cheveux, mais grosso modo, moi j'ai appris dans mes études que le cancer du sein à chair de plus, c'est un cancer de mauvais pronostic. Et d'ailleurs, c'est ce qui traîne encore un petit peu sur Internet, les patientes nous le disent souvent. Et en fait, il y a très peu de temps, j'ai une de mes internes qui m'appelle en disant « Ouais, super, Madame Intel, elle a un cancer du sein HUR de plus ». Juste pour vous dire qu'en fait, l'évolution des thérapeutiques a été tellement importante qu'aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un des facteurs de bon pronostic d'avoir cette mutation. Parce qu'il y a plein de traitements différents qui sont apparus et qui permettent encore d'améliorer ce type de prise en charge. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est l'amélioration de tout ce qui est soins de support. Aujourd'hui, on a amélioré énormément la prise en charge dans la prévention des nausées, de la fatigue, des troubles digestifs, des toxicités sur les globules notamment, qui fait que l'impact des traitements du cancer sur la qualité de vie des patients a réussi à être amoindri. Et ça, c'est un élément qui est également important et qui est à souligner. Super, très intéressant. Est-ce que, nous c'est une question qui est un peu revenue, on fera un petit peu les questions ensuite, mais quand on parle de traitement pour les cancers du sein métastatiques, ce n'est pas des traitements curatifs, c'est des traitements pour améliorer la qualité de vie. Comment ça fonctionne? C'est important et c'est aussi là tout l'enjeu de faire un diagnostic précoce, c'est-à-dire de faire un diagnostic au moment où le cancer ne touche que le sein ou touche le sein et les ganglions avant la situation métastatique. Car un cancer du sein métastatique est une maladie qu'on ne peut plus guérir. Une maladie qu'on ne peut plus guérir, ça ne veut pas dire une maladie qu'on ne peut plus traiter. C'est-à-dire, on parle souvent de maladie chronique, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, mais c'est une maladie qu'il va falloir traiter et surveiller à vie. D'accord ? Moi, je donne souvent l'exemple du VIH ou du diabète. Le jour où on a le VIH, le jour où on a le diabète, c'est une maladie qu'on aura toute sa vie. Le diabétique, il se fera son insuline, il fera sa glycémie sur le doigt 3 fois par jour. Et le patient qui a le VIH, il prendra ses comprimés tous les jours. Et un cancer du sein métastatique, c'est la même chose. Les traitements seront adaptés au type de cancer, mais il faudra prendre un traitement au long cours, toute sa vie, et puis faire des scanners ou des scintigraphies, de l'imagerie tous les 3 à 6 mois en fonction de l'évolution. Mais il y aura besoin d'un traitement au long cours. Ok, très bien. Alors, concernant les cancers du sein métastatique, toujours qui est le sujet du soir, est-ce que, Monsieur Diaz, vous pouvez nous expliquer un petit peu, d'ailleurs, peut-être d'abord un peu vous présenter, et puis nous expliquer un petit peu les grands espoirs de la recherche en cancérologie sur ce sujet? Très bien, bonjour. Donc je me présente, je suis Jean-Jacques Diaz, directeur de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe de recherche sur le cancer en général, qui cherche à comprendre les mécanismes de tumorigénèse et d'échappement tumoral et de résistance au traitement. Donc ici au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, dont le Centre Léon Bérard est également une tutelle. Et donc nous nous intéressons vraiment à des mécanismes nouveaux de tumorigénèse sur lesquels je vais revenir. Et effectivement, heureusement, aujourd'hui, la recherche qu'on conduit en cancérologie, que j'oserais appeler une recherche moderne, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, suscite vraiment de nombreux espoirs, car comme l'a dit le docteur Eudel, en fait, les molécules qu'on utilise pour traiter les cancers en général et les cancers du sein métastatique en particulier sont principalement des chimiothérapies, même si elles peuvent être combinées avec des thérapies plus ciblées. Et en fait, ces molécules peuvent être vraiment améliorées, ces approches thérapeutiques peuvent être vraiment améliorées pour cibler mieux, de façon beaucoup plus spécifique, les cellules cancéreuses elles-mêmes, les cellules des métastases, et pourquoi pas avoir l'espoir de contrecarrer cette formation de métastases. Et en fait, récemment, il y a eu de nombreuses avancées en biologie du cancer, et une avancée majeure a vraiment été la démonstration que les cellules à l'intérieur de la tumeur ne sont pas toutes les mêmes. On appelle ça une hétérogénéité tumorale. Donc en fait, des traitements qui sont dirigés contre l'altération majeure, par exemple, de la tumeur, ne vont pas affecter toutes les cellules de la tumeur, et même vont induire une pression de sélection, et certains clones résistants
à ces molécules vont pouvoir émerger. Et en fait, cette résistance, ça c'est la deuxième avancée majeure de ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la plasticité des cellules, qui est une plasticité non génomique. Donc Pierre-Étienne a parlé de mutations qui sont causales dans l'apparition des cancers, mais on s'aperçoit maintenant que les cellules peuvent avoir une certaine plasticité non génomique qui leur permet justement de s'adapter à ces changements environnementaux, à ces différents stress, qu'ils soient physiologiques ou même induits par les médicaments. Et ce sont ces cellules-là qui finalement sont peu prolifératives, qui sont assez réfractaires. Là aussi, c'est un mot-clé qui a été employé par Pierre-Étienne, c'est-à-dire que les cancers en général sont hyper prolifératifs et beaucoup de thérapies sont élaborées pour inhiber cette hyperprolifération des cellules tumorales. Or, maintenant, on se rend compte que des cellules peuvent rester dormantes, notamment la niche osseuse. Là aussi, il a été dit que les cellules de cancer du sein peuvent faire des métastases osseuses. Et donc, ces cellules peuvent rester dormantes pendant de nombreuses années dans les niches osseuses, et certains mécanismes vont réveiller ces cellules dormantes, et là donc elles vont se mettre à proliférer et faire des métastases. Et donc en fait ce sont tous ces mécanismes d'expression génique ou d'expression épigénétique, de régulation épigénétique, maintenant on parle de régulation épitranscriptomique, qui sont tout à fait nouveaux, et que dans un centre intégré de recherche en cancérologie, comme celui autour du centre Léon Bérard, grâce justement à cette recherche dite translationnelle, qui est vraiment dirigée par des cliniciens, par des chercheurs, pour répondre à des besoins médicaux très très bien identifiés, qu'on a de bons espoirs maintenant de pouvoir attaquer certains types de pathologies, comme notamment la formation de métastases dans le cancer du sein. Ok, donc l'idée ce serait d'intervenir effectivement quand on sait que des métastases peuvent arriver, mais pour l'instant ne sont pas nécessairement présentes. Tout à fait. Okay. On pourrait imaginer des molécules qui vont traiter à la fois la tumeur primaire, mais en même temps ces cellules qui sont réfractaires aux médicaments utilisés et qui peut-être seront plus prônes à former des métastases, et dont la biologie est vraiment différente de celles qui prolifèrent énormément. Alors là aussi, à chaque fois, quand on a le plaisir de travailler ou d'être interrogé, ça, travailler avec des cliniciens, il faut absolument rappeler que la recherche qu'on conduit est vraiment très 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 en amont des applications médicales, et je pense que là l'idée c'est d'être vraiment de rassurer, si j'ose dire, les patients, les donateurs, pour leur dire qu'on travaille, nous, dans nos laboratoires, vraiment sous l'égide de nos tutelles, mais aussi sous l'égide vraiment de cliniciens qui nous posent des questions, et comment ça marche, et comment ça marche, et comment ça marche. Donc on travaille vraiment pour répondre à leurs questions, mais néanmoins, les applications, comme vous le savez, il faut convaincre justement les cliniciens, l'industrie pharmaceutique, tout le système de santé. Et malheureusement, quelquefois, nous, dans nos laboratoires, on a des essais, des molécules qui paraissent extrêmement prometteuses, mais il faut un petit peu de temps, malheureusement, pour que ça arrive sur le marché. Donc c'est pour ça que je prends vraiment cette précaution de ne pas donner de faux espoirs, mais néanmoins, si moi, je suis plutôt optimiste, j'ai quand même tendance à dire que vraiment il y a des progrès, mais vraiment énormes. Pierre-Étienne a parlé de R2 par exemple, qui maintenant est presque, je ne vais pas dire bénin, mais donc il quand même se traite vraiment très très bien, et espérons que pour les cancers un peu plus agressifs comme les cancers métastatiques, grâce à nos recherches et surtout à ce travail qu'on fait ensemble, on devrait avoir des avancées vraiment significatives. Okay. Mais effectivement, oui, il faut garder en tête que
en recherche en cancérologie en général, les temps sont longs, sont toujours très longs. C'est le cœur même de la recherche. Il prend des années. Ça, c'est indéniable. Peut-être ça nous permet de passer à un autre sujet qu'on souhaitait évoquer ce soir. C'était relatif aux grands essais thérapeutiques qui sont donc en cours et qui demain vont peut-être faire évoluer les traitements des cancers du sein qui sont au stade métastatique. Donc, Dr Adel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de certains essais, de choses un peu prometteuses, mais côté clinique, justement? Oui, tout à fait. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre avec ce que vous avez dit, Jean-Jacques, c'est que finalement, les essais thérapeutiques comme fin des années 90, début des années 2000, où on mettait 5000, 6000, 7000, 8000 patients, ça, en fait, ça n'existe quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus un cancer, mais il y a des cancers. Et en fait, un cancer du sein, il y a des cancers du sein, en fait. Et du coup, l'objectif maintenant des essais thérapeutiques, ça va vraiment être de trouver le traitement qui cible spécifiquement tel ou tel type d'anomalie. Et du coup, il faut bien comprendre que du coup, on segmente, on fragmente la classification du cancer du sein métastatique. Et forcément, du coup, on se retrouve avec des populations de femmes qui participent à ces essais thérapeutiques qui sont de plus en plus petites. Et ça a aussi un élément qui est important, ça va obligatoirement amener de la collaboration. Et cette collaboration, elle est désormais forcément au minimum national, majoritairement international, c'est-à-dire que chacun ne peut plus traiter dans son coin une patiente pour un cancer du sein métastatique. La recherche doit être collaborative. Elle est collaborative au niveau local quand on rédige des protocoles, et là, donc forcément, il faut qu'on aille voir le chercheur pour dire moi, mon projet de recherche, c'est ça, comment tu penses qu'on pourrait essayer de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des cellules cancéreuses. Alors, on a un projet commun avec Jean-Jacques là-dessus, essayer de comprendre pourquoi certains patients vont avoir un cancer qui va résister et pas d'autres. Ça, c'est de la recherche, mais l'objectif, c'est que du coup, demain, dans la pratique, alors le demain, effectivement, c'est souvent en année, malheureusement, mais demain, on puisse adapter la prise en charge de manière la plus personnalisée possible. Très bien, c'était très clair. Et puis peut-être pour terminer, après on passera aux questions. Donc nous, on a quelques questions qui nous sont parvenues par mail ou par message privé, mais n'hésitez pas dans le chat à poser d'ores et déjà vos questions. Nous, pour terminer, quelque chose qui revient fréquemment, et on avait envie d'avoir l'avis d'un oncologue. Est-ce qu'on peut réellement, en 2020, pour le cancer du sein métastatique, parler de maladie chronique? Et est-ce qu'une femme peut vivre normalement, alors il faudrait définir ce que signifie normalement, bien sûr, avec un cancer du sein métastatique? Les impacts sur la vie quotidienne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une maladie chronique, c'est de la définition de l'OMS, comme je vous l'ai dit. C'est une maladie chronique, c'est une maladie de longue durée qui est évolutive et qui peut entraîner une invalidité. Bon, c'est sûr que dans le cancer métastatique, on est exactement dedans et on n'a pas d'espoir de guérison. Quand je dis guérison, c'est on arrête les traitements, on arrête la surveillance et on vous dit au revoir madame, il n'y a pas besoin qu'on se revoie. Ça n'existe pas en situation métastatique dans le cancer du sein. Donc, la maladie chronique, on peut dire ça. Ensuite, le pronostic, parce qu'il faut, c'est de ça la question, on va parler sur une échelle de temps en années, d'accord? Individuellement, c'est ça qui est difficile quand on est en consultation, c'est que je suis incapable de dire à une femme chez qui on vient de faire le diagnostic de cancer du sein combien de temps il vous reste. Ça, je suis incapable de le dire. Ce qui va guider le pronostic, c'est la réponse au traitement. C'est-à-dire que si tous les traitements qu'on va administrer sont efficaces, les gens vont pouvoir vivre des années. Et si je reste dans l'exemple du cancer du sein HER2+, effectivement, il y a une femme sur 4 qui va vivre plus de 10 ans. Alors ça, c'est pour vous donner quand même, quand on vous fait un diagnostic en octobre 2020, oui, vous allez voir Noël, et puis vous verrez plusieurs Noëls successivement. Après, la question de la vie normale, j'ai envie de dire non, parce qu'il y aura forcément le cancer sera là, il va falloir ce qu'on appelle le vivre avec, c'est quelque chose qui est facile à dire et qui est beaucoup plus difficile à faire. Mais il y aura quand même des traitements. Ces traitements peuvent entraîner des effets indésirables. Il y aura plus de visites à l'hôpital, forcément. Donc oui, j'ai beaucoup de patients qui continuent à travailler, qui élèvent leurs enfants, qui vivent à peu près normalement, mais qui doivent venir régulièrement me voir, soit en consultation, soit en hôpital de jour. Et donc ça, c'est quand même des éléments à intégrer dans la vie quotidienne. D'où l'intérêt de l'aide des associations qui sont nombreuses pour les patientes et qui peuvent les accompagner. Oui, justement pour le quotidien. ça c'est vrai, on a parlé un petit peu des soins de support, il y a beaucoup
il y en a à l'intérieur du Sampierre-en-Bas, bien entendu, mais on a aussi des patients qui vivent très très loin. Et effectivement, tout ce qui est Ligue contre le cancer, tous ces éléments-là sont des associations qui peuvent aider les personnes dans la vie quotidienne. On pense à l'activité physique, mais ça peut être la psychologue, la socio-esthéticienne. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus en France. Et c'est des éléments qui sont forcément très très positifs. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on a besoin. Je pense à l'assistante sociale, par exemple, au Centre Lombera, vous pouvez accéder. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander ce à quoi vous avez le droit. Donc n'hésitez jamais à demander ce que vous pouvez faire. On va passer aux questions. Alors d'abord, je vais prendre les questions qu'on avait reçues en amont, puis je prendrai ensuite les questions qu'on a eues dans le chat. Alors on avait Claire qui nous avait demandé donc comment savoir si j'ai plus de risques de récidiver de mon cancer du sein avec des métastases et sur quoi les oncologues vont se baser dès le départ du premier diagnostic sur une récidive possible avec des métastases. Donc la question c'est, à partir du moment où j'ai un cancer du sein qui est localisé, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'au départ il n'y a pas de métastase, souvent le traitement de référence c'est la chirurgie pour lequel on va associer d'autres traitements complémentaires. Ce traitement complémentaire, ça peut être de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie. Et en fait, ces traitements vont être adaptés aux caractéristiques du cancer et à sa taille, à son évolution. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait 3 cm ou 5 mm, c'est pas la même chose. S'il n'y a pas de ganglion d'atteint ou s'il y en a 5, c'est pas la même chose. Donc c'est à partir de ces caractéristiques-là qu'on adapte un petit peu la prise en charge du cancer du sein localisé, parce qu'on adapte également du coup au risque de récidive. Ok. Ensuite, on avait 2 questions qui nous étaient parvenues, qui finalement peuvent être la même. Donc on avait Anne-Gaëlle et puis Frédéric, qui nous demandaient les avancées pour justement les cancers HER2 dont on avait positifs, dont on avait évoqué, quelles avancées un petit peu dans la recherche, est-ce qu'il y a des nouveaux traitements prometteurs pour ce type de cancer en Europe ou dans le monde? Alors l'histoire du cancer du sein HER2+, donc HER2 c'est un petit récepteur qui est là, sur la surface des cellules du cancer du sein et qui va activer la division, grosso modo retenez ça. Pour vous donner une échelle de temps, ce récepteur il a été découvert fin des années 80. Dans les années 90, on savait que c'était un facteur de mauvais pronostic. Et les études qui ont montré le bénéfice de l'anticorps qui va bloquer ce récepteur-là, c'est 2005. D'accord ? On découvre fin des années 80 et en 2005, c'est positif. Depuis 2005, ça a été vraiment une révolution thérapeutique. Il y a plein de thérapies ciblées, de traitements qui vont cibler spécifiquement ce récepteur qui ont été commercialisés en France. Et depuis quelques jours, c'est pour peut-être quelques semaines, en fait, on a 2 nouvelles thérapies ciblées qui sont disponibles dans le cancer du sein métastatique HER2+. Alors souvent on dit ouais aux États-Unis ils vont beaucoup plus vite que nous, finalement eux ils l'ont eu fin 2019, nous on l'a en septembre 2020, donc c'est des choses qui restent tout à fait correctes. On en a 2 thérapies ciblées, il y en a d'autres qui vont arriver. Et c'est vrai que ça a été le type de cancer du sein qui a connu la plus grande évolution. Ok, et puis on a dernière question qu'on avait mis de côté qui nous était parvenue, mais finalement Dr Dell vous y avez un petit peu répondu, justement une personne qui disait on parle de maladies chroniques pour les cancers du sein métastatique, or le taux de survie à 5 ans est loin d'être à 100%, donc qu'est-ce qui justifie l'emploi de ce terme? J'ai bien retenu, c'est l'OMS qui décrit exactement ce qu'est une maladie chronique, et c'est vrai que pour beaucoup de gens, dont Merci qui nous a écrit, quand on parle de maladie chronique, c'est forcément plusieurs décennies dans son esprit. Et elle avait cette impression que justement, malheureusement, dans ce cadre-là, on n'atteignait pas plusieurs décennies d'espérance de vie et que finalement, quand on parle de maladie chronique, on restait sur des espérances de vie avec une mortalité à 5 ans, donc elle trouvait ça finalement dommage, on va dire, d'appeler ça maladie chronique. Pour le coup, néanmoins, ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'on est bien dans ce cadre-là. Alors, là, il y a une grosse différence. En fait, il y a la définition, c'est pas moi qui le dis, et puis le ressenti. Effectivement, on aimerait toujours pouvoir vivre plus longtemps. Effectivement, la durée moyenne d'une espérance de vie d'un cancer du sein métastatique, c'est pas 20 ans. Ça, c'est clair et net. Ça arrive. On a des patients qui le vivent. Comme je vous l'ai dit, dans le cancer du sein HER2+, une femme sur 4 vivra plus de 10 ans. Vous pouvez toujours me dire, il y en a 3 sur 4 qui vivront moins de 10 ans. Ce qu'il faut se rendre compte dans l'évolution dont je vais parler,
c'est que fin des années 90, l'espérance de vie d'une femme qui avait un cancer du sein chair de plus était moins de 1 an. Donc rendez-vous compte, ce grand écart qu'on a fait en 2 décennies, donc c'est très très long, mais c'est quand même, à l'échelle de la science, c'est quand même assez incroyable. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est que justement le couple recherche fondamentale et recherche clinique, c'est que quand il y a des thérapies comme ça qui avancent bien, donc les cliniciens, les industries pharmaceutiques optimisent, et puis donc c'est un petit peu sur des rails, et la recherche de fond va justement ouvrir des nouvelles voies qui étaient inexplorées jusqu'à présent et qui peut-être justement permettront de contrecarrer un petit peu, de pallier en tout cas les effets, l'inefficacité, si j'ose dire, de certaines molécules. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on travaille vraiment main dans la main pour justement ouvrir de nouvelles pistes, même si ça prend du temps, mais ouvrir ces nouvelles pistes le plus tôt possible. Tout à fait. Alors, Monsieur Diaz, je pense que vous pouvez garder le micro parce que j'ai une question qui va vous concerner. Donc Laetitia qui nous demande par rapport aux cellules dormantes, quels sont les mécanismes qui les réveillent, notamment au niveau des métastases osseuses? Donc là, la réponse est assez simple parce que je pense qu'on ne sait pas. on ne sait pas justement ces cellules dormantes. Donc en fait, ce sont vraiment des cellules quiescentes, on peut les appeler sénescentes, enfin, il y a beaucoup de termes aussi parce que leur biologie est très complexe et très variée en fait. Et bien entendu, il y a beaucoup de laboratoires, et là aussi au niveau mondial, qui essayent de déterminer quels sont ces mécanismes de réactivation. Alors pour répondre d'une façon peut-être générale, mais donc vous avez les gènes qui sont dans la chromatine, hein, dans l'ADN, et qui en général sont verrouillés. Donc il y a vraiment des mécanismes chimiques, hein, des méthylations qui vont verrouiller ces gènes, et des enzymes hein, donc, qui peuvent être réactivés par justement peut-être des produits chimiques ou différents stress, vont finalement déverrouiller ces gènes, cette chromatine, et là ça va déclencher tout ce système d'hyperprolifération. Mais les mécanismes fins, enfin une réponse, je pense qu'on ne peut pas apporter une réponse aujourd'hui très simple sur la réactivation de ces cellules dormantes. Ok. Alors toujours une question de Laetitia qui était assez intéressante, qui demandait est-ce que les recherches prennent en compte les effets indésirables sur le ralentissement cognitif, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors sur les effets indésirables, oui. C'est d'ailleurs vraiment notre préoccupation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans ce qui motive la recherche de nouvelles molécules, c'est aussi beaucoup ça. C'est-à-dire, c'est aussi vraiment d'essayer de juguler les effets indésirables, parce que par définition, pratiquement, tuer une cellule, on sait faire. Ça, il suffirait de mettre beaucoup de chimiothérapie. Et donc, justement, la difficulté, c'est de trouver la balance entre effets positifs et diminuer les effets indésirables. Et donc, j'imagine que les effets cognitifs sont ceux qui vont toucher les cellules neuronales, enfin du système nerveux central ou périphérique. Et oui, évidemment, dans tous les essais précliniques, on teste systématiquement la cytotoxicité des molécules qu'on développe sur tout un tas de cellules, et qui représentent justement le système nerveux, le cardiaque, les reins. Donc bien sûr, c'est pris en compte. Très bien. J'ai une question de Charline à laquelle je pourrais presque répondre, parce qu'on a un petit peu parlé, mais qui dit, donc effectivement, est-ce que ces nouveaux traitements pour les cancers HER2 positifs dont vous parliez peuvent-ils prolonger considérablement notre espoir de survie? Alors moi je dis oui, mais sur des temps qui vont être
Là, les espoirs, c'est demain dans le langage scientifique, c'est pas véritablement demain, mais c'est bien ça. Ah ben alors, sauf pour les 2 nouvelles thérapies ciblées qui sont commercialisées, en fait, oui. Peut-être oui, Charline, vous parliez de ces deux traitements. L'objectif, peut-être, c'est demain, en fait. Ouais. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle des dossiers d'autorisation temporaire d'utilisation, c'est nominatif, donc c'est accessible pour une patiente donnée, il y a un peu d'administratif à faire, on aime bien là-dessus. Mais grosso modo, ça c'est possible. Après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que à l'échelle d'une population, ces traitements sont efficaces, voire très efficaces. Individuellement, on a toujours cette incertitude, et quand on commence un traitement, on est quand même obligé de surveiller de l'évolution des métastases. Ça se fait souvent par des scanners ou des scintigraphies, mais en tout cas, on ne peut pas prédire a priori encore l'efficacité complète ou la non-efficacité de ce genre de traitement. Très bien. Alors je remonte. J'ai une question de Delphine qui nous parle de l'hormonothérapie. Qui nous dit donc l'hormonothérapie entraîne de nombreux effets secondaires. Est-ce qu'il y a des alternatives? J'imagine que c'est plutôt en situation localisée ou localement avancée. Vous savez, c'est l'hormonothérapie, c'est parce qu'il y a des récepteurs hormonaux, souvent il y en a 2, on considère 2, à la surface, là, quand ils sont dans les cellules cancéreuses. Et là encore, l'objectif de l'hormonothérapie, c'est de bloquer l'activation de ces récepteurs et de toute la voie de signalisation qui en découle. C'est assez particulier, c'est que la tolérance à ce traitement est assez dépendante de la situation. C'est-à-dire que les femmes en situation métastatique ont une tolérance clairement meilleure qu'en situation localisée, alors que les molécules sont assez identiques, et que souvent d'ailleurs on croise les molécules en situation métastatique, on fait des associations. À partir du moment où il y a un cancer du sein qui est hormonodépendant, les alternatives à ce genre de traitement, c'est-à-dire que si on vous l'a donné, c'est parce qu'on imagine, c'est dans une situation bien précise. On a prouvé il n'y a pas très très longtemps effectivement que l'observance à ces médicaments n'est pas forcément très très bon, et que quand l'observance n'est pas très très bon, le risque de récidive est augmenté. C'est une très belle étude française, nationale cette fois-ci, qui est l'étude Canto, qui l'a montré et publiée il y a quelques semaines. Donc souvent, si on donne ce genre de traitement, c'est qu'on peut changer les molécules, mais ça restera de la famille de l'hormonothérapie. Ok. On va encore faire quelques petites questions, 2-3 questions je pense. On a une autre question, donc est-ce que les femmes jeunes d'emblée métastatiques ont de meilleurs pronostics? Bon, j'imagine que cela va dépendre des situations. Je ne suis pas encore médecin, mais... Non, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je consulte demain, si tu veux. Je viendrai voir. En fait, la question de l'âge, elle est un peu à double tranchant. Parce que oui, quand on est jeune, souvent, on n'a pas on appelle, j'aime pas tel terme, on appelle ça des comorbidités. C'est-à-dire qu'on a des antécédents médicaux. C'est sûr qu'une patiente de 75 ans ou plus, qui a également un problème de rein, un problème de cœur, et puis 5 ou 6 traitements dans son quotidien, il y a des éléments qui vont peut-être nous bloquer pour administrer tel ou tel type de traitement. Donc ça, souvent, la femme jeune n'a pas du tout d'antécédents médicaux, et ça, c'est plus facile. Après, par contre, la femme jeune qui a un cancer du sein métastatique, souvent, elle a aussi des cancers un peu plus agressifs. Et du coup, ça contrebalance. C'est-à-dire que oui, on peut faire tous les traitements les plus efficaces à pleine dose, mais malgré tout, l'agressivité du cancer est souvent un peu plus importante. C'est souvent ce qu'on appelle des cancers qui n'ont ni l'expression des récepteurs hormonaux, ni l'expression des HER2. Et dans ces situations, on a parfois, c'est pas tout le temps, mais on a parfois des stratégies thérapeutiques qui sont un peu plus limitées. Ok, très bien. Encore une question de Laetitia qui décidément pose des questions très intéressantes. Alors, non, les autres aussi étaient intéressants, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas vexés, mais je ne m'étais jamais posé cette question. Est-il possible que la tumeur principale au sein s'éteigne, mais que l'activité des métastases sur les autres organes persiste? Et quelle est l'évolution du cancer dans ce cadre-là? Ou ça n'est pas possible? D'un point de vue théorique, j'aurais tendance à dire que oui, malheureusement, puisque en introduction aussi, je vous parlais d'hétérogénéité cellulaire. Donc en fait, à l'intérieur de la tumeur, les cellules sont différentes, mais les cellules tumorales de la tumeur primaire et les cellules de la métastase sont aussi très différentes.
Et en fait, souvent, ce qui peut se passer, et ça c'est peut-être aussi une notion un petit peu, je dirais, nouvelle, c'est-à-dire que, comme l'a dit Pierre-Étienne, la vision classique de la formation de métastases, c'est souvent assez tardif, hein, la tumeur grossit, les cellules s'échappent, mais il émerge cette notion que peut-être très précocement, des cellules pourraient échapper de la tumeur primaire assez tôt, coloniser, comme je le disais tout à l'heure, d'autres tissus, les os, le foie, et finalement évoluer en fonction du micro-environnement local qui est très différent de la tumeur primaire. Donc en fait, les métastases, ça je crois qu'on peut le dire hein, vraiment, mais souvent, la biologie des métastases est quand même assez différente de celle de la tumeur primaire. Et donc il est tout à fait théoriquement possible que des médicaments marchent très très bien sur la tumeur primaire et malheureusement ne fonctionnent pas sur la métastase. Okay. Alors j'avais une question que j'avais ratée en plus d'un homme, donc on va quand même la dire, d'Adrien. Et il me semble qu'on en a un petit peu parlé au début, qui dit « Bonjour, peut-on faire des massages bien-être aux patients atteints de cancer métastatique ?» Alors ça c'est très très important parce que comme je vous l'avais expliqué, dans les années 70, on disait maintenant il ne fallait pas faire de massage parce que ça allait diffuser le cancer. En fait, la circulation dans le système lymphatique, elle se fait parce qu'on a des contractions musculaires et elle se fait parce que notre cœur y bat. Hein, parce que la circulation sanguine fait qu'il y a une circulation lymphatique qui se fait. Donc oui, on a le droit et en fait... D'ailleurs, on encourage toutes nos patientes à avoir une activité physique la plus régulière possible. On parle de 30 minutes d'activité physique tous les jours. Donc oui, les massages bien-être, on a tout à fait le droit et ça fait partie même de moments de plaisir que les patientes doivent s'octroyer. Oui, c'est intéressant que vous évoquiez un petit peu le sport aussi, parce qu'effectivement, il y a des études... notamment au Centre Léon Bérard sur l'étude Able 02, on vous en avait parlé, sur une étude qui essaie de montrer un petit peu l'impact, on le souhaite positif et c'est ce qui est sûrement le cas, du sport, en tout cas de l'activité physique, sur des femmes atteintes de cancer du sein métastatique, à la fois sur le bien-être, mais également peut-être des impacts positifs même sur le cancer du sein et ses métastases. Donc on est vraiment, là aussi il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais sur les bienfaits du sport et puis plus largement sur le fait de se faire plaisir, de continuer à se faire plaisir malgré les situations compliquées. Je reprends un petit peu les questions. On a une question de Laurent qui nous dit « Qu'en est-il du cancer triple négatif ?» Alors, le cancer triple négatif, on l'a évoqué à demi-mot, donc c'est le cancer... Pourquoi triple négatif? Parce que les deux récepteurs hormonaux dont je vous ai parlé, le cancer du sein et le récepteur HER2, ne sont pas présents. Donc dans cette situation, on n'a pas d'autre option thérapeutique que de la chimiothérapie. Et là encore, c'est pour ça que je vous dis que c'est de plus en plus compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas un cancer du sein triple négatif, il y en a entre 5 et 7. Pourquoi? Parce que la biologie des cancers, la biologie de ces tumeurs, montre qu'il y a différentes voies d'activation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut imaginer différents types de traitements qui sont désormais des thérapies ciblées. Et on imagine, aujourd'hui, il y a des thérapies ciblées qui sont validées dans certains types de cancers, alors souvent triple négatifs, notamment pour les cancers avec des histoires héréditaires. On a sûrement entendu parler du gène BRCA, donc BRCA c'est pour breast cancer. Et on a des traitements qui ciblent spécifiquement cette anomalie dans la cellule cancéreuse et qui permettent de contrôler, là encore, l'évolution du cancer. On avait jusqu'à peu, en tout cas on a beaucoup de voies de recherche sur l'immunothérapie, dans ce type de cancer précisément, qui sont un sous-type de cancer du sein triple négatif. Et là encore, l'immunothérapie, ce sont des nouvelles voies. C'est-à-dire que l'immunothérapie, c'est très vieux, hein, c'est-à-dire que dans les années 90, on faisait déjà des interleukines, des interférons. Aujourd'hui, on a des nouvelles formes d'immunothérapie qui ont pour but de réactiver le système immunitaire de la patiente à combattre ces cellules cancéreuses. Aujourd'hui, dans le cancer du sein métastatique, on est en retard par rapport à d'autres types de cancers comme le cancer du poumon métastatique, le mélanome métastatique. On est encore dans la phase où on essaye de trouver quelle est la population de patientes avec un cancer du sein triple négatif qui va répondre de manière la plus optimale. Mais c'est aussi une voie de recherche qui est également très intéressante. Voilà, typiquement, dans mon laboratoire, on travaille sur le cancer du sein triple négatif
pour chercher des marqueurs qui vont permettre justement d'identifier les patients qui vont répondre à tel ou tel type de thérapie. Et justement, je vous parlais tout à l'heure d'épitranscriptomique, c'est une nouvelle voie de régulation de l'expression génique qui est relativement peu étudiée en cancérologie, qui est plus étudiée dans d'autres pathologies, en virologie par exemple. Et donc nous, typiquement, on essaye de transférer ces connaissances qui sont acquises en virologie, par exemple, en biologie du cancer. Okay. Alors, oh là là, vous parlez entre vous, je suis perdue. Alors, j'ai une question d'Hélène qui demandait, y a-t-il des sites métastatiques de plus mauvais pronostic? Donc ces sites, c'est des... Alors, quand on parle de site métastatique, c'est d'organes. Okay, Est-ce qu'un ganglion cutané au niveau de l'aisselle ou au niveau du pli de laine a le même pronostic qu'une métastase au niveau du tronc cérébral? En fait, la réponse est non, effectivement, notamment tout ce qui est atteinte du système nerveux central, donc soit le cerveau, le cervelet ou les méninges, ce qui entoure, effectivement, ont un pronostic un peu moins bon parce qu'en fait, les traitements que l'on fait sont également un peu moins efficaces. C'est important de comprendre ça, c'est que le pronostic des cancers du sein métastatiques est finalement peu dépendant de la taille des métastases, du nombre des métastases. Ça va vraiment être dépendant de la réponse au traitement. D'accord ? Et que plus un traitement est efficace, plus on sait que les traitements qui vont suivre seront également efficaces. Et donc c'est surtout ça qui fait le pronostic, plus que le site métastatique ou le volume des métastases. Ok, puis peut-être on va terminer avec la question de Marie-Agnès, on en avait un petit peu parlé. Donc quels sont les critères de la tumeur qui augmentent, je pense que c'est ce que vous voulez dire, qui augmentent les risques... Vous savez qu'on ne va pas rester jusqu'à 19h, hein, je vous le dis tout de suite. Quels sont les critères de la tumeur qui augmentent les risques de récidive métastatique? Ou est-ce qu'on peut savoir s'il y a des critères qui vont augmenter le risque de récidive? On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais... C'est la même question que ouais. tout à l'heure. Ok, Marie-Agnès, vous regarderez le replay. Alors... Sophie, je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Si vous voulez bien la réécrire, je la poserai, mais là, je ne suis pas tout à fait sûre. Je lis votre question, Titi. C'est un peu longue. Alors, si j'ai une question, je vais essayer de la résumer, mais donc c'est Titi qui explique qu'elle a perdu du côté maternel plusieurs personnes de cancer du sein. Elle a 37 ans aujourd'hui, on l'a découvert une tumeur. Est-ce que l'on pourra... Donc les ganglions ne sont pas atteints. Est-ce qu'on pourra quand même prescrire une chimiothérapie s'il y a un facteur génétique? Oui, je suppose que oui. Mais je ne sais pas si Titi a fait le test génétique. En fait, qu'il est possible. À partir du moment où il y a 3-4 cancers du sein dans une famille, effectivement, apparentés, il faut que ça soit... Il y a un sang quand même. C'est pas la belle famille, ça compte pas, par exemple. Il y en a des indications d'enquête oncogénétique. Après, il y a différents facteurs pour cette enquête oncogénétique et savoir si effectivement il y a un risque héréditaire. Aujourd'hui, le risque héréditaire ne rentre pas en compte dans la décision des traitements complémentaires pour un cancer du sein localisé, je parle. C'est-à-dire qu'on ne décide pas si on fait une chimiothérapie parce que la mère et la grand-mère avaient fait un cancer du sein quand elles étaient, il y a quelques années avant. Donc ça ne rentre pas en compte, ça rentre en compte par contre dans la surveillance, donc a priori, ça, avant le cancer, puis même après le cancer, mais c'est pas là-dessus qu'on décide le choix de la chimiothérapie. Ok. Alors là, on va peut-être terminer, sauf si vous avez une dernière question, mais on va peut-être terminer sur la question de Laurette qui parle un petit peu plus des soins de support et qui demande si on propose à nos patients de la sophrologie, mais on pourrait parler d'autre chose. Alors, moi, je pense que oui, tu peux y répondre. Moi, je pourrais même y répondre aussi cette fois, mais... Alors oui, on a une offre de soins de support qui accompagne les patientes dans la prise en charge, alors que ce soit en cancer du sein localisé ou en cancer métastatique, il n'y a pas du tout d'interdiction.
on essaie de mettre en place même un projet de médecine intégrative qui a pour but d'essayer de prendre tout ce qui est complémentaire à la prise en charge. L'activité physique en fait partie, la sophrologie, le bien-être. J'encourage vraiment là-dessus. Alors, je profite d'être sur Facebook pour le dire. Par contre, moi j'interdis mes patientes à tous les achats sur Internet. D'accord ? Vous m'achetez, si vous voulez, des compléments, vous allez en parler à la pharmacie, vous en parlez au médecin. Mais tout ce qui vient sur Internet, en fait, vu que ce n'est pas des médicaments, il n'y a pas du tout de contrôle sanitaire. Hein. Ça doit être la répression des fraudes qui le font. Et puis en toute honnêteté, je pense qu'ils ont autre chose à faire. Donc c'est ma seule interdiction, c'est là-dessus. Et il y a une fois, il y a un mari qui a répondu à la consultation, même les chaussures. Et puis moi, je vous invite à regarder un petit peu sur notre site internet l'offre déjà de soins de support. Et puis on vous propose aujourd'hui une page dédiée aux thérapies complémentaires, puisqu'il y a aujourd'hui au Centre Léon Bérard, il y a plusieurs... il y a un comité, on pourrait dire, qui se charge un petit peu d'analyser ce que nous pourrions offrir ou non à nos patients pour être dans une situation la plus sécurisée possible. Et on a une page sur le site qui vous permet d'en savoir un petit peu plus, voir ce qui est proposé aujourd'hui, avec qui on travaille, etc. Donc n'hésitez pas à regarder, ça doit être dans la partie accompagnement, accompagnement, soins de support et thérapie complémentaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Après, effectivement, les questions, on a un petit peu répondu sur l'oncogénétique, dont effectivement ça va être proposé par l'oncologue, je suppose. Quand on va avoir une première consultation. Ah ou non, si c'est une personne qui n'a pas de cancer du sein, imaginons la fille d'une patiente, c'est vous qui proposez qu'elle fasse un test d'oncogénétique si sa maman comment ça fonctionne? Alors en fait, il y a un score clinique, on appelle ça le score des Singer, bref, où en fait, en fonction des types de cancers, de l'âge de survenue des cancers, on peut contacter le service d'oncogénétique. Il faut savoir que moi, je n'ai pas le droit de prendre rendez-vous directement pour une consultation d'oncogénétique, ça doit être une démarche individuelle. Donc, si vous avez un doute, en fait, vous appelez un service d'oncogénétique, il y en a assez répartis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas besoin de venir au Centre Léon Bérard si vous habitez à Annecy, par exemple. Et puis, en fait, vous expliquez votre cas et puis vous envoie un questionnaire. Ce questionnaire, il fait entre 25 et 30 pages. Et puis, en fonction de ce que vous avez marqué, du type de cancer, de l'âge de survenue dans votre famille, on verra si on complétera, si réellement on fera la prise de sang pour savoir s'il y a le gène ou pas. Mais déjà, le fait de remplir le questionnaire, ça peut être une première étape. Et ça peut d'ailleurs vous rassurer souvent à ce moment-là. Super, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous à distance pour toutes vos questions. Vous pourrez regarder le replay sur Facebook. Et puis, je vous invite effectivement à nous retrouver également la semaine prochaine, le jeudi, me semble-t-il. Là, on sera en live sur Instagram et on vous parlera de la chirurgie en ambulatoire pour le cancer du sein. On sera accompagné d'une chirurgienne du Centre Léon Bérard et puis d'une infirmière coordinatrice. Donc ce sera aussi l'occasion de poser toutes vos questions. Donc merci pour votre présence et puis merci à tous les deux aussi d'avoir pris du temps pour ce live. Merci beaucoup.